Déjà, le mot pan. Pan, c'est déjà un fourre-tout. Hein. Étymologiquement, quand on dit pan, ça veut dire qu'on peut tout mettre dedans. Donc déjà, à partir de là, on se rend compte que, bon, ce concept peut être un fourre-tout. Il peut l'être. Mais à l'origine, tout ceci part d'une conférence en Londres en 1900, où des afro-descendants qui sont, voilà, 3-4 générations à Londres, au Canada, vont se réunir pour discuter sur comment est-ce qu'ils peuvent réellement aider le noir, en tout cas sur cette terre, à reconnaître son identité et à vivre pleinement cette identité avec fierté. Donc on se rend compte rapidement que dès le départ, c'est quand même un concept qui n'a pas été proposé pour l'Africain vivant en Afrique. Au départ, c'est un concept prévu pour la diaspora. Ce n'est que, et déjà c'est un concept culturel, c'est un concept identitaire, ce n'est que quoi, en 1943, disons, où ils vont tenter cette politisation du concept. Mais elle n'a jamais été pleinement faite, elle n'a jamais été pleinement effective. Parce que quand on demande à quelqu'un qui dit que bon, il est d'idéologie politique panafricaniste, vous lui demandez quelle est la forme économique de cette idéologie, il n'aura aucune réponse. On sait que le libéral existe, le capitaliste existe, on sait que le communiste existe, et toutes ces doctrines politiques ont des découlements économiques. Mais quand on transforme le panafricanisme, le mouvement culturel, qu'est le panafricanisme en un mouvement politique, et qu'on vous dit quelle est sa doctrine économique, il n'existe aucune réponse. Parce que, bien évidemment, ce mouvement n'a pas pour vocation de nous dire comment diriger un État. Il avait pour vocation de retrouver des enfants qui ont en commun l'appartenance à un territoire et vivant sous d'autres territoires avec un contexte particulier. Maintenant, quand il le transpose ici, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, tout qu'on le veut, il n'existe aucun chef d'État, aucun politiste africain, se disant panafricain, qui a réussi à concrétiser quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une tentative de transformer un mouvement politique, un mouvement culturel, pardon, en mouvement politique, qui, depuis la nuit des temps, ne nous a donné aucun résultat. Est-ce que vous êtes en train de dire que le panafricanisme, finalement, porte le sceau du populisme? En politique, oui, mais culturellement, non. De dire que oui, nous venons de ce territoire qu'est l'Afrique et que nous avons certainement des choses en commun au-delà simplement de notre apparence, oui, c'est une réalité. Nous avons des cultures en commun, nous partageons des croyances, nous partageons un certain mode de vie. Mais en politique, se dire panafricain, pour moi, c'est simplement et purement populiste. Kabriamba, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, en partie, parce que comme il a si bien signifié, le panafricanisme est parti de la diaspora. Dans la fin du 19e siècle, avec les Marquis Cavé, des afro-descendants africains qui avaient la soif de retrouver les racines culturelles africaines. Et après, ça s'est mué en combat politique avec la colonisation, avec l'avènement du colonialisme pendant la période des indépendances, avec les Kwame Nkrumah et autres. Mais ensuite, le panafricanisme aujourd'hui a une notion beaucoup plus galvaudée, en fait. Je me dis que moi, personnellement, je me prends au panafricanisme, mais pas avec la définition actuelle des politiques. Ce n'est pas une notion politique, le panafricanisme pour moi. C'est une quête d'identité autour duquel on peut développer des valeurs. On peut, comme il le disait, un modèle économique, un modèle de gouvernance, un récit qui permet de se hisser au niveau de l'international. Mais si aujourd'hui, on a des questions d'ordre régional qui s'accapare la notion du panafricanisme pour en faire un contexte nationaliste ou populiste, ça dénature la quête véritable d'unité africaine. Parce que, rappelez-vous, l'UA a repris ces notions de panafricanisme. L'intention de l'UA, c'est de pérenniser la possibilité de l'unité africaine, autour duquel des choses qui sont propres au continent, que ce soit sur le plan politique, social, culturel, économique, puissent être travaillées en équipe, en synergie pour constituer un bloc pour faire face à l'Occident. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, c'est le côté populiste, le côté politique, le côté clanique du propagandiste du panafricanisme qui s'exprime. D'accord, oui, oui, par rapport à l'UA, là quand même on retrouve une certaine démarche correcte, parce que bon, de la transformation de l'UA, disons, de l'OUA en UA, va naître certainement l'agenda 2063. Et l'agenda 2063, en se basant sur des organisations sous-régionales telles que la CEDEAO, telles que la SLECAF, et même d'autres organisations d'intégration économique, nous propose quand même un cheminement correct et politiquement organisé vers l'unité africaine, vers, en tout cas, la disparition, disons, politique et organisationnelle des frontières. Ça, c'est tenable. Mais quand un chef d'État, et je le dis, hein, on peut questionner l'histoire. Kwame Nkrumah se disait panafricaniste. Il est d'ailleurs le moteur et la tête pensante du panafricanisme sur le sol africain. Il a été chassé du Ghana. Sékou Touré se dit panafricaniste, le résultat est connu. Thomas Sankara, en 5 ans, le résultat est connu. Au-delà du discours, comme je le dis, politiquement, nous n'obtenons rien de concret, surtout par rapport à la vie des populations. Et plus nous nous sommes dit panafricains, moins nous avons eu de résultats. Et je pense que c'est les Arabes qui ont compris, ou le Maghreb qui l'a compris très tôt, parce qu'après la phase Nasser, le panarabisme a carrément disparu de leur vocabulaire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire fonctionner des pays et atteindre de résultats réels en ayant un concept idéologique fourre-tout. Écoutez, je rejoins totalement mes prédécesseurs. Après, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le panafricanisme actuel, tel qu'il est aujourd'hui, fait face à de nombreux défis. Vous avez d'abord le défi de la solidarité, et aussi donc le défi, je dirais, des défis économiques. Parce que nos pères fondateurs, donc, qui se sont identifiés comme des panafricanistes,
Idéologiquement parlant, ils ont réussi un combat. Mais je pense qu'économiquement parlant, il y a encore du travail à faire. Parce qu'effectivement, dans cette mouvance, le panafricanisme, c'est vrai qu'à l'origine, c'est un mouvement culturel, comme l'on dit. Mais après, pour moi, le panafricanisme devient un mouvement politique. Et c'est une idéologie politique qui, lorsqu'elle est bien suivie, peut développer un pays. Pourquoi? La grande problématique avec le panafricanisme, c'est qu'au début des années 1960, on a eu une division d'interprétation de c'est quoi le panafricanisme. On avait d'un côté les maximalistes ou groupes de Casablanca qui étaient incarnés par des présidents comme Kwame Nkrumah du Ghana, Nasser Belgama de l'Égypte, Mohamed V du Maroc, Sékou Touré de la Guinée. Pour eux, la vision du panafricaniste était la suivante. Il faut qu'on puisse faire de l'Afrique un État fédéral avec un budget, une armée. Donc, ils voulaient créer les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique induit aussi un développement économique. Donc, un État fédéral, on ne peut pas dire qu'un État fédéral n'est pas un modèle de développement économique. Donc, le panafricanisme, pour moi, c'est une idéologie politique, mais qui n'a pas pu s'appliquer effectivement en Afrique, qui n'a pas eu le temps de pouvoir s'exprimer parce que, justement, c'était la voie la plus difficile pour arriver au développement, où ils étaient isolés, Thomas Sankara était isolé, Kwame Nkrumah était isolé, et vis-à-vis d'un contexte global où on est dans une mondialisation, les puissances occidentales aiment plus le modèle panafricaniste minimaliste prôné par nos différents pays, c'est qui est un peu plus compliqué les décalages économiques. Lorsque le concept arrive, puisque c'était dans la diaspora, vous l'avez très bien rappelé, lorsque le concept arrive sur le continent africain, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc pour dire qu'on peut concéder quand même à certains d'entre eux la difficulté à exercer l'idéologie, le concept panafricaniste sur le continent, ce qui est à la base, bien évidemment, de l'échec de la plupart d'entre eux, mais on devrait quand même reconnaître que s'ils avaient été soutenus, si tous nos pères, au moment de l'indépendance, avaient été solidaires de cette même vision-là, je pense qu'aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, on serait arrivé à un résultat culturel, idéologique, qui est autre que ce que l'on a aujourd'hui. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, comme Alamine l'a très bien rappelé, nous avons deux styles de gouvernance. Dans la sous-région ouest-africaine, par exemple, nous avons deux styles d'État. Il y en a ceux dont les populations, encore aujourd'hui, puisqu'on leur a coupé l'herbe sous le pied, ils étaient dès le départ révolutionnaires. Ils ont eu la préférence nationale. Ils ont eu l'esprit continental, l'inclusion totale. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'exprimer. Et ce qui se passe, c'est que dans les maisons à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, et ainsi de suite, on dit aux enfants que voilà ce qu'était Thomas Sankara. On dit aux enfants, voilà l'idée qu'il avait, voilà ce qu'on devait faire pour le continent africain, voilà comment est-ce que nous devons réagir. Quelques années après, ce sont ces enfants-là qui deviennent les adultes d'aujourd'hui. Et ce sont eux qui ne veulent absolument pas rester pris entre les chaînes de l'impérialisme, comme ils l'appellent encore aujourd'hui. Et on a de l'autre côté d'autres États qui ont préféré, bien entendu, la collaboration. Des dirigeants aux premières heures qui étaient très coriaces, qui étaient sévères, qui ont dit il faut qu'on parle le moré. Il faut qu'on parle l'Ashanti, il faut que le Bambara, là, il faut qu'on le maintienne dans la conscience collective, et c'est ce qui a abouti à ces résultats-là. La préférence nationale existe encore ailleurs, là où d'autres États peinent à l'exprimer. Oui, je suis très heureux de les entendre dire cela, parce qu'ils disent, ils font beaucoup de il faut, il faille, il aurait été mieux, il y aurait... Vous êtes dans beaucoup de... Ça, c'est du subjonctif et du conditionnel, ce n'est pas la réalité. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je parle du principe que, par exemple, quand Alamine me dit, il y a des principes à la démocratie. Si je joue au jeu d'Alamine et que je lui dis, quels sont les principes du panafricanisme, qu'est-ce que Alamine me dirait? Il n'y a pas de réponse. Il y a des principes. Non, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y a pas de principe écrit. Vous allez me donner des idées qui sont les propres. Il n'y a pas de code du panafricanisme. Vous en avez un? Oui, la charte africaine en 1960. Il y a eu une charte africaine justement dans cette discussion-là. Et il y a eu beaucoup d'écrits sur le panafricanisme. On a parlé des Garvey. Attention, on a parlé encore une fois. Non, on va faire l'histoire. La question qu'il pose, est-ce qu'il y a des principes? C'est ce que je vous dis. C'est des idées. Vous pouvez me donner... Alamine, je vais t'aider. D'accord. En fait, c'est ce qui se passe avec ce concept. C'est qu'il a été personnifié à chaque fois. À chaque génération est venu un individu qui, par sa force, s'est imposé par ses idées, pas par la réalité. C'est ce qui crée les contraintes. Quand vous dites Sankara isolé, Kwame s'est retrouvé isolé, un tel s'est retrouvé isolé, les gens ne s'isolent pas par hasard. Et il n'y a pas de magie qui fait que automatiquement vous vous retrouvez isolé. C'est parce que le mécanisme est biaisé. Parce qu'il n'y a pas de véritable mécanisme de fonctionnement. Il n'y a pas eu, quand on compare Morovia et Casablanca, je vous fais la synthèse. Houphouët-Boigny était le premier homme politique africain à prôner l'indépendance collective. Le premier. Ceux que vous citez aujourd'hui, ce sont ceux qui se sont opposés d'abord. Ils ont d'abord dit non, allons vers l'individualité. Les discours demeurent, ils sont disponibles sur YouTube. C'est le premier. Mais pourquoi est-ce que ceux-là même, pourquoi est-ce que Kwame même au départ, qui était dirigeant avant, parce que Kwame dirigeait le Conseil du Commonwealth avant que le Ghana ne naisse, qui était déjà dirigeant, savait que ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce qui a amené en fait, cette volonté de faire cette politique panafricaniste? Première des choses, ils vont être confrontés à une réalité qui est claire. Où, quand on va leur dire que composer avec l'Occident se fait de deux façons. La France, par exemple, va proposer à ses colonies ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et vous vous souviendrez d'un Houphouët-Boigny qui disait que le transfert de compétences n'existe pas. Et d'autres qui vont accepter la formation des cadres. Et c'est d'ailleurs dans ces prises de décision techniques et mécaniques que les problématiques vont commencer à se poser au chef d'État panafricaniste, parce qu'ils vont prendre des États où il y a environ 3 millions de personnes, où 0,3% ont été à l'école. Et si on parle de ceux qui ont eu une éducation supérieure, nous sommes en pleine difficulté. Donc la réalité, elle est d'abord démographique, elle est ensuite économique. Et vous ne pouvez pas couvrir les réalités démographiques, économiques, les réalités politiques par une idéologie. Une idéologie, ça fait ce que vous dites ce soir. C'est beaucoup de il faut, il fallait, nous aurions aimé qu'il aurait pu être. Quand vous évoquez Sankara, moi je suis content. Mais à part le discours de Sankara, qu'est-ce qu'il en reste en vrai?
Qu'est-ce que pendant ces 5 ans, le Burkina Faso en a tiré? Et une réalité, il y a eu l'un des premiers projets. J'y arrive. Et une des réalités, c'est que les dirigeants panafricanistes ont tous en commun le fait d'avoir créé de l'instabilité. Après Kwame, le Ghana a connu une période d'instabilité sans faille. Si Jerry Rawlings n'était pas arrivé à temps, ce serait terrible. Après Sankara, le Burkina est l'un des champions en coup d'État aujourd'hui. Avant lui aussi, hein. Oui, mais Sankara fait partie de ceux qui ont fait il a participé à 3 différents putsch. Il ne me dira pas le contraire. Oui. C'est l'instabilité qui va avec. Patrice Lumumba qui est Premier ministre pendant 4 mois. Je vous jure, l'Africain veut bien avoir une identité. Moi, je pense qu'il est temps que nous allons vers ce que moi j'appelle de l'afro-pragmatisme. C'est-à-dire, nous avons des enjeux, nous avons des intérêts à préserver, peu importe l'idéologie, peu importe qui est en face de nous, quels sont nos intérêts, quels sont les enjeux, qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos populations. Tant que nous travaillons à répondre à ces questions, peu importe qui apporte l'argent, d'où vient l'argent, qui est l'interlocuteur, nous réussissons à créer un cadre qui plaît à nos concitoyens, dans lequel ils peuvent vivre et s'émanciper. Vous venez tout à l'heure de présenter la maroquinerie ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire qui s'enrichit grâce à ça. C'est l'Afrique qui s'enrichit grâce à ça. Mais en se fermant ou en tentant de se concentrer sur ce que nous sommes, nous oublions que nous faisons partie d'un monde qui définit aussi ce que nous sommes au-delà de nos limites territoriales. Le panafricanisme, c'est un besoin africain de créer un modèle africain. Mais il y a l'adversité de créer des blocs, un bloc pour permettre à nos économies locales de pouvoir tirer profit de nos ressources minières, de nos ressources naturelles, de rentabiliser notre jeunesse, qui est des pays qui sont à près de 77% de moins de 35 ans. Mais on va les laisser à la vindicte populaire, on va les laisser livrer au phénomène de cybercriminalité des gens qui ne se retrouvent pas, alors qu'on a du potentiel. On a de la matière en Afrique à pouvoir créer nous-mêmes notre propre modèle économique. J'ai envie de vous poser la question, qui nous empêche de créer ce modèle? Mais quand on parle d'adversité, il a parlé de Thomas Sankara qui n'a pas pu faire quoi que ce soit, mais Thomas Sankara est combattu. Par qui? Thomas a été assassiné, oui ou non? Oui, par ses propres frères. Mais moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous que le panafricanisme n'est pas un concept, forcément, il a ses ennemis en Afrique, comme il a ses adeptes en Occident. Oui, mais la question n'est pas répondue. Pour recentrer le débat. La question n'est pas répondue. Est-ce que, Gabriel Yamba, pour aller dans le prolongement de vos développements, est-ce qu'il ne faut pas se poser peut-être les bonnes questions, les suivantes? Est-ce que les Africains ne passent pas leur temps à se cacher derrière le concept de panafricanisme, en négligeant leur propre turpitude, en pensant que le mal vient de l'étranger, de l'extérieur, et finalement s'éloignent de leurs responsabilités? Là, parce que dans nos États, je vous entendais dire il y a de l'adversité, évidemment. Même aux États-Unis, ils ont lutté pour arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Il y a eu de l'adversité, il y a eu de l'adversité en Grande-Bretagne, il y en a eu en France, en Allemagne, partout. Pourquoi nous, face à l'adversité, on doit se cacher derrière le panafricanisme, qui finalement devient un concept parfois vide de sens? La question n'est pas le mot panafricaniste. C'est-à-dire que chaque État a besoin d'une certaine souveraineté. Les pays africains font de sorte à ce que les populations puissent être d'abord défaits du passé négatif du colonialisme, qui fait que les Africains ont tendance à croire qu'ils sont des sous-hommes. De quels pays africains? Je parle des pays africains qui ont été colonisés par exemple par la France. Il y a des pays et avant la France, il y a 400 ans de colonisation arabo-berbère. Tous les pays ont connu des dominations. Même l'Égypte a connu plusieurs invasions. L'Égypte est le seul pays au monde qui a connu pratiquement... Donc ce n'est pas une explication à nos difficultés. Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'Égypte est quand même un pays qui est mieux développé que certains pays africains. Mais aujourd'hui, après avoir abandonné le panarabisme que Nasser avait installé. Oui. Il pense qu'on est en train de dire le président Félix Houphouët-Boigny n'était pas panafricain. Ah non, pas du tout. On n'a pas dit ça. Personne ne l'a dit sur ce plateau, mais vous avez le droit d'avoir cette déduction et cette interprétation. Il n'existe aucun Africain lucide qui n'est pas panafricain. C'est un principe établi. Il n'existe aucun Africain lucide qui n'est pas panafricain. Tout est une question. Sauf si je ne suis pas panafricain et que je ne suis pas lucide. Parce que je ne le suis pas. Non, si, il me on a parlé aussi du modèle économique qui avait été essayé par certains leaders panafricanistes lorsqu'ils étaient au destiné d'un pays. Quel est ce modèle? J'ai parlé par exemple de Thomas Sankara. Son modèle, c'est... Aujourd'hui, par exemple, on parle de promotion immobilière pratiquement dans tous nos États pour sortir de la cherté de la vie, pour permettre aux populations d'avoir des logements décents et d'y vivre. Mais Thomas Sankara, il l'a compris depuis les années 80. Pendant sa révolution, il a même initié, en 4 années, 3 grandes cités sont sorties de terre à Ouagadougou. Des grandes cités. Oui, des cités qui sont toutes cités 1, 2, 3. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Des grandes. Oui. Deuxièmement, Cheikh Oumar, quand on parle de panafricanisme, on ne parle pas simplement que d'idéologie, que d'idées. Même la tenue, c'est un modèle économique. Vous imaginez sur ce plateau, combien d'entre nous avons porté, en dehors de Cheikh Oumar, qui est en basin, d'ailleurs qui, selon mes dernières informations, est aussi importé, combien d'entre nous avons mis le pagne baoulé, le pagne de Kong, le pagne de Warangene à Korogo? Mais c'est un modèle économique. Ça permettrait la consommation de nos produits locaux, permettrait notamment à ces artisans-là d'avoir de l'argent. Vous nous rejoignez. Je pense qu'encore une fois, la première introduction que j'ai donnée, si vous l'avez suivie, je vous ai dit certaines choses. J'ai dit, première des choses, pour justifier le panafricanisme, il a toujours fallu que les gens la personnifient.
Et cette personnification n'est pas l'effet du hasard. C'est parce qu'il n'existe ni de principe, ni de mécanisme. Vous allez, pour me parler de panafricanisme, vous allez certainement me dire, oui, il y a eu Sankara, il y a eu. Mais vous ne pouvez pas me dire quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés. Vous me parlez d'actions que Sankara aurait posées, qui auraient des portées économiques. Mais vous ne pouvez pas me proposer un plan économique qu'il avait. Vous ne pouvez pas me dire quel était réellement le mécanisme économique, surtout pour son pays qu'il avait. C'est ça le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est comme vous le dites, nous on parle de pragmatisme. Quand Alassane Dramane Ouattara a le génie nécessaire de dire à son voisin qui n'est même pas politiquement d'accord avec lui, de lui dire, écoute, au niveau de nos zones frontalières, il y a des risques sécuritaires, voici le soutien que nous apportons pour vous aider à protéger ces frontières que nous partageons. C'est du panafricanisme? Non, c'est du pragmatisme. C'est un problème. Chacun va le définir comme il veut. C'est du pragmatisme. C'est un problème que nous partageons et je ne vais pas regarder qui vous êtes ou comment vous êtes ou quoi vous pensez. C'est-à-dire, si la réflexion de Alassane Dramane Ouattara partait du fait que non, vous êtes un pays africain, je suis un pays africain, faisons copain-copain, vous parlerez de panafricanisme. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, nous avons des enjeux, il faut protéger cette frontière et pour y arriver, voici mon offre. Et il dit beaucoup aussi. Je vais y arriver. Gardez vos nerfs, hein. Je vais y arriver. C'est une autre chose qui est réelle dans ce que vous avancez et qui démontre en fait l'absence de concret. C'est ce que je vous dis, donnez-moi un chef d'État qui s'est dit panafricaniste comme ça, qui à un moment donné n'est pas tombé dans la division de son peuple. Il n'en existe pas. Le même Sankara que vous évoquez, quand il se fait tuer, il n'y a aucune réaction de la part du peuple burkinabé. Oui, peut-être parce qu'on a peur. Pas vraiment. Parce qu'à un moment donné, quand on est panafricain et qu'on prône la culture africaine et qu'on s'en prend au Moro-Naba, on n'est pas si protecteur de la culture africaine. Ça, c'est une réalité. Et je vais vous arriver à la réalité d'aujourd'hui. Alassane, attendez votre tour de parole. La réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même chose. C'est que ceux qui conçoivent leur africanité, dans le sens du pragmatisme et dans le sens de faire face aux enjeux, qui ne sont pas dans cet africanisme qui sert simplement à dire tu es mon frère, je suis avec toi, coûte que coûte, vaille que vaille, sont considérés comme quoi? Chez nous, on te dira facilement face au Dendjougou. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Voilà, ça veut dire que tu es apatride. Parce que tu ne te classifies pas dans cette mouvance. Et aujourd'hui, la réalité, elle est palpable. C'est beaucoup plus de division que de cohésion. Et c'est pourquoi je dis dès le départ que le fait d'avoir tenté de transformer un concept fourre-tout, et je vous ramène toujours à la définition du mot pan, qui dit que c'est un ensemble, c'est un tout, on peut tout mettre dedans. Quand vous donnez aux gens quelque chose dans laquelle on peut tout mettre, ils finissent par y mettre n'importe quoi. Pas forcément. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est important. Si vous voulez, si c'est le mot qui vous plaît, si c'est le concept qui vous plaît, mettez peut-être un observatoire africain pour consolider les acquis du panafricanisme et mettez un cadre de développement qui va avec. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans l'idéologie. Et nous avons même mis de côté l'outil régional que nous avons, que Alamine disait était sous-régional. L'UA est régional, pas sous-régional. L'UA, quand vous regardez, je vous parle de l'agenda 2063. Vous qui semblez être profondément panafricaniste, vous l'avez lu? Non. C'est exactement ça le souci. Parce que vous manquez de pragmatisme dans les faits. Vous manquez de pragmatisme dans les actions. Quand on dit aujourd'hui la même chose, les panafricains, vous parlez beaucoup d'AES, ils vous diront non, nous ne voulons pas de la CEDEAO parce que la CEDEAO c'est vraiment le truc des chefs d'État, ils sont avec les Blancs, tout ce qui va avec. Nous préférons l'AES. Ils sont inféodés. Nous préférons l'AES. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent de CEDEAO des peuples, vous savez d'où vient le terme? Non, c'est à la suite d'une conférence des chefs d'État de la CEDEAO en 2007, qui disent qu'ils veulent une CEDEAO des peuples, et c'est ce qui se matérialise en un passeport que toi et moi partageons, bien que nous soyons de nations différentes. Il y a le pragmatisme politique qui existe, qui permet à des dirigeants de réfléchir sur des enjeux et d'apporter des réponses à la fois politiques et économiques face à ce que nous vivons, qui ne consiste surtout pas à nous dire que nous ne sommes qu'une identité, nous ne sommes que des hommes qui par peut-être chance ou malchance, s'appelaient africains, parce que l'Africain lui-même vient de grec, c'est le nom historique africain, notre continent ne s'appelait pas comme ça, c'est les Grecs qui nous ont donné ce nom. Donc s'il faut aller sur que l'aspect identitaire, quand mon cher Alassane disait que non, pour lui, quand on parle d'identité, on parle de politique, je dirais Alassane. Quand on parle d'identité, on ne parle pas politique, parce que je suis sûr que le mot ivoirité ferait peur à un Ivoirien qui s'appelle Drabo. Il faut éloigner ces choses-là de la gestion de notre État, parce qu'à chaque fois que nous avons mélangé notre identité et nos enjeux, nous nous sommes trompés. Ça a fait de l'instabilité, ça a fait des morts. Ça va être très rapide. Très rapide. Très rapide, vous avez promis, allez-y. Parce que, Alassane, quand tu dis qu'il y a des chefs d'État, tout chef d'État veut le bonheur matériel de son peuple, je ne suis pas d'accord. Je te citerai un chef d'État volontiers qui, dans les années 60, a dit « Je suis allé en Russie, j'ai vu des gens faire le rang pour du pain. » Et quand c'est le cas, il est inconcevable que dans un pays tout proche de toi, les gens n'aient pas à faire du rang. Et il a mis en place tout un mécanisme pour que nous ressemblions aux soviets d'en faire du rang pour du pain. Je te parle de beaucoup plus récent. J'en viendrai. Tu trouveras la référence. De beaucoup plus récent. On a dit à un chef d'État ou à un chef de gouvernement que la meilleure façon pour vous de résoudre le problème de manque d'électricité chez vous, c'est d'acheter chez votre voisin. Il a dit non. Donc peut-être que vous me direz que Alassane Dramane Ouattara est panafricain. Est-ce qu'il peut l'être seul? Est-ce qu'on peut aimer ses frères lorsqu'ils nous détestent? C'est en fait ça l'absence de pragmatisme. On n'y arrive jamais tout seul. Et pour qu'on y arrive, il faut des mécanismes, il faut du pragmatisme. Là, vous vendez des hommes qui ont voulu des choses, mais qui n'y sont jamais parvenus. Mais ceux qui parviennent à faire du concret, c'est ceux qui sont pragmatiques, sans regarder le frère, mais ils regardent l'enjeu. D'accord. Mais quand on parle aujourd'hui de panafricanisme, on ne parle pas des nationalistes, on parle c'est le vœu que les Africains se retrouvent dans une entité politique, malgré les frontières terrestres, les frontières coloniales, qui ont des instruments communs, qui ont des institutions communes, qui leur permettent de commercer avec l'extérieur, de vendre leurs produits, le cacao, d'exporter leurs minéraux, leurs matières premières, ou même de les transformer localement avec de la valeur ajoutée, de permettre à ce que les pays africains puissent avoir une place de choix à l'ONU,
que l'UA puisse même entrer aux G20, avoir une voix forte dans le système mondial pour porter la voix des besoins, des aspirations des populations africaines qui sont restées marginalisées pendant des décennies malgré nos potentialités économiques et naturelles. C'est ça la quête du panafricanisme, c'est pas autre chose. La majeure partie des choses que vous dites sont déjà réalité. Il existe des organisations politiques africaines, il existe l'UA, il existe la CEDEAO, mais qui fonctionnent. En fait, si vous arrivez à donner plus de chance aux vœux que vos prédécesseurs ont exprimés, qu'au concret qui est devant vous, c'est là où vous avez un problème. Parce que le vœu, c'est ce que nous voulons, mais ce qui est concret, c'est que l'UA est là, la CEDEAO est là, le mot c'est ça est là. Il y a tellement de... Ce qui est facile avec votre position, c'est que vous êtes en train de jeter le propre sur un système sans proposer un système où vous laissez un sous-entendu. Bon, vous qui prétendument n'êtes pas panafricain, quels sont les résultats de l'anti-panafricanisme en Afrique? Prenons le cas par exemple de la... Je ne suis pas anti-panafricain non plus. Bon. Mais ces pays que vous défendez, lorsque vous dites que qu'est-ce que Thomas Sankara a fait, qu'est-ce que Kwame Nkrumah a fait, je peux prendre aussi des pays qui n'étaient pas forcément très d'accord avec la vision panafricaine des maximalistes, mais qui aujourd'hui, c'est des États qui après 65 ans, ils sont surendettés. C'est des États mais qui n'arrivent pas à gérer la volatilité de leurs prix par matière première. Quand on parle de la question du CFA, quand on parle de la question de la déprédation des mœurs, l'augmentation des LGBT dans notre continent africain, quand on parle de la question de notre économie est basée uniquement sur l'agriculture, on n'a pas encore lancé un véritable système industriel en Afrique. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Mais quelle est l'industrie aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en matière de transformation des produits de cacao? Ah, ça a beaucoup progressé. C'est facile. Alamine, il a dit la chose la plus facile en politique, c'est de faire l'économie des difficultés de gouvernance ou de politique. C'est la chose la plus facile. Nous sommes en train de dire que lui qui parle du futur, je vous parle du futur. Je suis en train de dire que nous, on n'est pas en train de se prétendre comme les sauveurs ou même des prophètes panafricains. On est en train de dire qu'il faut un mélange des différents systèmes sans jeter l'opprobre sur nos systèmes. Parlons de futur. Aujourd'hui, on veut qu'en tant que bons Africains, peu importe nos obédiences, on doit pouvoir prioriser la collaboration sud-sud. Comment on collabore en interne? Parce que les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, c'est des États occidentaux. Comment on collabore avec le Sénégal voisin, le Mali, l'Éthiopie? Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Thomas Sankara, son modèle économique, c'est l'économiste d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses... C'est quoi? Il a dit l'économie d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses internes, il a remis en surface les richesses internes du Burkina pour pouvoir impulser un développement de son pays. On ne peut pas dire aujourd'hui sur un plateau télé que Thomas Sankara a échoué en matière de gouvernance. Ceux même qui crachent le panafricanisme aujourd'hui, ils ont fait des bilans même plus négatifs que le président Thomas Sankara. Donc il est facile de pouvoir jeter l'opprobre sur un système. Mais nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut arriver à une collaboration lucide, s'inspirer des différents modèles, prioriser la collaboration sud-sud entre nous en Afrique pour pouvoir avoir le développement de nos différents États. Et améliorer le partage d'expérience. C'est ce que je retiens essentiellement de votre développement. Je crois que ça a été périlleux parce qu'ils vous ont beaucoup interrompu. Il faut lui poser. Il y a une question. Quand vous dites que le président Ouattara est centriste, qu'il a équidistance du pragmatisme... Le pragmatisme est-il de gauche et de droite? Le pragmatisme est centriste. Non, le panafricanisme est-il de gauche ou de droite? Le panafricanisme est un autre contexte qui ne s'inscrit pas forcément dans la gauche ou de la droite. C'est un modèle hybride. C'est un modèle hybride. C'est en fait ça le souci avec votre développement. C'est que c'est un développement qui fait un joli parcours des mots. Mais quand on les regarde, point par point, vous voyez déjà, quand vous dites que c'est un hybride, c'est pour ne pas avoir à répondre à la question. Non, pas du tout. Parce que le panafricanisme appartient à un courant. En 2025, le panafricanisme est hybride. Le panafricanisme de 1960 n'est pas un modèle hybride, c'est un modèle de gauche. Je vais y arriver. En 1960, c'est un modèle de gauche. Par rapport à l'État fédéral. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y arriverai. D'accord? Ça, c'est la première question qu'il fallait vous poser. La deuxième question qu'il fallait vous poser, quand vous dites économie d'État, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va vouloir répondre, comment vous n'allez pas vouloir... Dis-moi, je suis tout curieux. L'économie d'État selon le modèle Sankara, c'est comment utiliser le maximum possible les ressources intrinsèques du pays pour pouvoir impulser sur ces ressources-là un développement économique cohérent. Et il arrive à le faire. Non. Je vais vous dire quelles étaient les options sur lesquelles Sankara s'était lancé. Première des choses, Sankara n'est pas d'abord parti de l'intérieur pour installer son mécanisme. Il est parti du choix de ceux avec qui il voulait travailler. Et il l'a dit, d'ailleurs, étant ici à Abidjan, il dit que si un pays africain peut m'éviter un voyage tout aussi long que le Cuba ou la Russie, j'accepterais bien volontiers. Donc c'est ce que je vous dis. Vous parlez de choses que vous n'avez pas forcément maîtrisées entièrement. J'ai passé des années à scruter Sankara. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas un seul modèle économique. Tout ce qu'il a réussi à dire, comme il le disait à Addis Abeba, et je vais vous citer ces mots, je ne suis pas venu ici pour vous faire un défilé de mode, mais moi et toute ma délégation portons de la cotonnade tissée au Burkina Faso, fait par des tisserands cultivés par des Et tu sais pourquoi je dis ça? Il y a pas de... Nous ne nions pas le passé. Nous disons simplement qu'il ne nous a pas apporté les résultats auxquels nous aspirons. Et que pour cet état de fait, nous ne pouvons pas nous attacher à une idéologie ou à quoi que ce soit d'autre qui n'apporte pas satisfaction. Qu'il est temps que la jeunesse africaine que la jeunesse africaine que nous sommes puisse se mettre à travailler basé sur des modèles qui nous apportent satisfaction. Si au début, quel est ce modèle? Je vais y arriver tout de suite. Je vais vous prendre l'exemple de deux pays, d'accord, africains, qui ont développé. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie est basée sur un modèle fiscal extraordinaire. Vous vous rendrez compte que d'ailleurs, la majeure partie des chefs d'État sénégalais sont fiscalistes. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que dès les premières heures, Léopold Sédar Senghor et ses collaborateurs ont compris que selon la réalité, oui, que Diomaye Faye vient d'où? Macky Sall vient d'où? Macky Sall est géologue, non?
Non, j'ai une question. Ils étaient tous du même ministère de l'économie. Je vais y aller. La réalité est ceci. Quand vous regardez l'histoire des pays et que vous les analysez en profondeur, vous vous rendez compte que des gens ont mis en place des mécanismes pragmatiques et ce qui les a permis d'avancer sur leurs voisins. Prenons d'ailleurs Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'était le sage du panafricanisme. Le sage de l'Afrique. Oui, le sage de l'Afrique. Ouais, c'est bien beau de dire qu'il était le sage de l'Afrique. Mais ce qui est d'accord plus intéressant à regarder, c'est que de l'autre côté, on te dira que c'était le pionnier du réseau Foucault. Si, on entend. Vous voyez la contradiction. Alamine, s'il vous plaît. Vous voyez la contradiction. En fait, Alamine, je ne suis même pas en train de vous mettre, d'avoir une contradiction. Je suis en train de vous dire que les choses qui sont populairement avancées ne sont pas des réalités politiques prouvables.